Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle agro-webinaire du mardi. Donc, vous êtes nombreux, normalement, vous êtes en train de rentrer dans la salle. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle série des agro-webinaires du mardi. Donc, cette formule est développée par l'ACTA, Agrinium et l'Académie d'agriculture. C'est un nouveau format de nos séminaires du mardi. On est, comme à l'accoutumée, euh, ensemble pour 1 heure et nous commençons un nouveau cycle sur les données agricoles, maîtrise et finalité, avec une première intervention prévue aujourd'hui avec un auteur d'un ouvrage que je vais vous présenter, qui est présent avec nous, qui s'appelle Benjamin Novak et qui est maître de conférence en agronomie chez Veta AgroSup et qui est également l'auteur d'un ouvrage que je vous recommande vivement si vous vous intéressez aux questions de data visualisation, qui s'appelle Mémo visuel d'agronomie. Donc j'ai mon ouvrage, vous pouvez aussi y accéder et l'acheter bien évidemment. On va voir avec Benjamin les éléments marquants de cet ouvrage qui est très orienté sur l'intérêt de faire parler les données, notamment au travers de visualisation et de data visualisation de données agricoles. Comme à l'accoutumée, vous pouvez interagir avec nous et au travers de la fonctionnalité Q et R. Et donc, on vous invite à poser vos questions qu'on prendra suite à l'intervention à partir du moment où vous les avez fait remonter dans Q et R. Donc, n'utilisez pas le chat, sauf pour partager des éléments de discussion. C'est toujours possible, évidemment. Mais si vous souhaitez qu'on traite vos questions à la fin de l'intervention de Benjamin, il faut qu'elle soit mise dans l'onglet QR. Et donc, je modérerai et j'animerai cette session. On va laisser la place à Benjamin qui va nous présenter son ouvrage. Ensuite, j'échangerai quelques points avec lui, quelques questions, et je prendrai toutes vos questions. On va essayer de toutes les traiter, parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses, sur la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je passe tout de suite la parole à Benjamin qui va nous présenter donc ce mémo visuel d'agronomie. Merci à tous. Ok, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir permis de présenter aujourd'hui. Alors, on va discuter un peu de différents exemples qu'on a dans l'ouvrage, en mettant ça en parallèle avec un peu de visualisation marquante de l'histoire de la visualisation des données. Et on élargira un peu aussi un peu plus large en lien avec la thématique de cette série sur qu'est-ce que c'est que les données agricoles et qu'est-ce qu'on peut en faire aussi, qu'est-ce qu'on pourrait envisager en termes de recherche, voire aussi d'enseignement agricole. Donc, je suis maître de conférence en agronomie avec AgroSup et c'est des thématiques que je traite souvent avec mes étudiants. Donc, d'ailleurs, par rapport à mon parcours, où est-ce que j'en suis, comment j'en suis venu un peu à traiter de ces thématiques-là. Donc, à mon arrivée avec AgroSup, après ma thèse, j'ai été responsable innovation à Limagrin. Donc, je m'occupais d'une petite équipe de R&D qui s'occupait de développer des solutions relatives à l'agriculture de précision pour les adhérents de la coopérative, donc dans la plaine de Limagne, autour de Clermont-Ferrand. Donc, on était vraiment dans la thématique de l'agriculture de précision au sens strict, c'est-à-dire avec une cartographie des hétérogénéités intraparcellaires, que ce soit par exemple avec des cartes de sol faites avec des mesures de résistivité, des cartes de peuplement à partir de passage de drones ou de traitement d'images satellites, ou encore d'analyse des cartes de rendement, qui peuvent être stockées sur les batteuses des agriculteurs, mais qui sont rarement exploitées par manque de compétences ou aussi tout simplement par manque de temps parfois pour pouvoir réaliser ça. Donc l'idée, c'était un peu de faire la synthèse de ces trois types de cartes pour pouvoir aller derrière jusqu'à de la modulation intraparcellaire pour s'adapter à ces hétérogénéités. Donc d'aller jusqu'à la production de cartes de préconisation, de densité de semis, de fertilisation azotée ou encore de fumure de fond, phosphore, potassium, qu'on pouvait derrière insérer directement dans la console du tracteur pour une application automatique quand la compatibilité du matériel était bien là. Donc voilà, et après cette expérience-là, je suis arrivé à VetAgroSup en 2018 en tant que maître de conférence en agronomie, où j'ai eu une activité d'enseignement classique avec différentes sciences et thématiques relatives à l'agronomie, comme les sciences du sol, mais aussi une grosse partie de mon volume d'enseignement qui est vraiment sur cette thématique du numérique et d'analyse de traitement des données. Donc, par exemple, je fais aussi les cours de cartographie
avec l'initiation aux étudiants en première année au logiciel QGIS, et dans les années suivantes, différents exemples d'utilisation de ces types de données. Donc voilà pour ma partie enseignement. Et donc pour ma partie recherche que je réalise dans l'UMR Territoire, je suis aussi resté un peu sur cette thématique d'analyse des données. Par contre, je suis passé à une échelle qui est plus large, là où j'étais vraiment à l'échelle parcellaire, voire intraparcellaire avant. Maintenant, l'idée est plutôt de voir un peu comment on peut mobiliser un peu toutes ces sources de données qui existent, et elles sont nombreuses, comme on le verra par la suite, et les intégrer dans notre raisonnement agronomique, dans nos outils agronomiques un peu plus classiques. Donc, par exemple, les premiers travaux que j'avais faits, c'était de voir comment on pouvait utiliser les analyses de sol qui sont faites par les agriculteurs et qu'on peut avoir parfois sur des séries temporelles assez importantes, comment on pouvait les utiliser pour optimiser, pour paramétrer les modèles d'évolution du carbone dans le sol en les adaptant à des conditions locales. Parce qu'on a des modèles qui souvent ont pas mal de paramètres, qui ont été développés dans un coin particulier, dans le nord de la France, par exemple, comme c'est souvent le cas dans nos modèles en France. Et l'idée de se dire, bah, peut-être qu'avec des données qui existent déjà, qui sont gratuites, entre guillemets, on peut réussir à paramétrer nos modèles. Donc voilà, je ne n'évoquerai pas trop les autres exemples qu'il y a sur cette page parce qu'on va en traiter quelques-uns plus en détail par la suite dans la présentation. Mais donc, un point de commun avec ces différentes expériences, et même ce que je faisais déjà avant chez Limagrin, c'est qu'à chaque fois, l'analyse des données, ça prend quand même une place importante dans mon processus de traitement des données. Alors que ce soit au début, par exemple pour une analyse exploratoire, essayer de repérer des tendances dans les jeux de données qu'on a, qui peuvent parfois être importants, et parfois on peut directement spotter un peu des tendances avec la visualisation des données. Après, derrière, dans l'interprétation, voir aussi derrière jusqu'à la communication de nos résultats pour dire bah, quelle est la meilleure façon de faire passer les résultats qu'on a trouvés. Donc, j'ai essayé de vous illustrer un peu ces différents usages tout au cours de la présentation. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, en commençant par une première utilisation de la visualisation des données, c'est vraiment l'analyse. En quoi ça peut nous aider dans notre analyse des données. Donc, l'exemple historique que je vais vous citer d'abord, c'est une carte qui est assez connue et qui est dans les premières qu'on cite quand on est vraiment dans l'analyse spatiale des données, souvent. C'est une carte qui a été réalisée par un médecin britannique, donc John Snow, qui avait étudié l'épidémie de choléra qui s'était déroulée dans le quartier de Soho, à Londres. Et donc, à l'époque, on pensait beaucoup que la maladie était transmise par l'air, et l'intuition qu'avait John Snow, c'était de dire que bah, non, ce serait peut-être plutôt l'eau qui était responsable de la diffusion de la maladie. Donc, tout petit travail de fourmi qu'il avait fait, là, que vous voyez sur cette carte avec des enquêtes, c'est qu'il allait repérer le nombre de morts qu'il avait dans chaque bâtiment. Et il les a annotés comme ça par des petits traits. Donc, un trait correspondait à un décès lié au choléra à cette adresse précise. Et en parallèle aussi, il a localisé les pompes à eau qu'il y avait là-dessus. Et grâce à ça, ce qu'il a pu montrer, c'est qu'en gros, on avait une pompe, qui est la pompe de Broad Street, où est-ce qu'on avait une plus grosse concentration de décès. On voit bien qu'on a bien plus de ces petites barres noires qui représentaient les décès autour de la pompe à eau de Broad Street, à l'exception d'un bâtiment qui est la brasserie, où les employés buvaient plutôt de la bière que de l'alcool, selon la légende locale, et donc qui étaient moins soumis à la maladie, parce que d'après les analyses de John Snow, la maladie serait bien vue d'une couche d'un nourrisson malade qui aurait été jetée dans la pompe à eau de Broad Street. Alors après, par la suite, il y a des interprétations qui diffèrent sur comment a été utilisée cette carte. Certains disent qu'elle aurait permis d'arrêter l'épidémie parce qu'en montrant ça au maire, il aurait accepté de retirer la manivelle de la pompe à eau de Broad Street et ça aurait donc derrière arrêté l'épidémie. Une autre version de l'histoire dit que c'est plutôt arrivé a posteriori pour expliquer la diffusion de l'épidémie et donc augmenter en connaissance derrière. Donc voilà pour un premier exemple historique. Et je vais essayer de vous illustrer ça maintenant derrière avec des planches de l'ouvrage et de voir bah, comment ça peut aussi être adapté pour des cas agronomiques. Donc, cette première planche que je vous montre là, c'était les écarts de rendement entre agriculture biologique et conventionnelle en France qui nous sont donnés par Agreste. Donc, on a différentes cultures avec une code couleur selon le type de culture, donc le rose pour les céréales, l'orange pour les régineux, le bleu pour les légumineuses, par exemple. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, quelle que soit la culture, on est du côté gauche, c'est-à-dire qu'on a un écart de rendement qui est en défaveur de l'agriculture biologique. On voit que l'écart est un peu plus faible pour les légumineuses, avec moins de stress azoté pour le soja et le poivre protéagineux, par exemple, alors que pour les céréales, on monte jusqu'à 50%, voire quasiment moins 60% pour le blé tendre.
Donc, avec des chiffres comme ça peut poser question sur les possibilités d'extension de l'agriculture biologique. Par contre, quand on regarde ça, on ne sait pas vraiment à quoi est lié cet écart. Parce qu'on peut avoir le système de production, mais on peut aussi avoir d'autres choses qui vont jouer. Et c'est là que l'apport de la visualisation des données peut nous aider. Quand on met ces données sur une carte, c'est une carte en gros bivariée ici, la couleur, donc ce qu'on va appeler une choroplète, où chaque petit hexagone a les couleurs qui varient selon la surface totale occupée par la culture. Plus je vais vers le vert, plus la surface est importante. Donc ça, c'est pour la surface totale de la culture. Alors qu'à l'inverse, l'autre côté, c'est ma surface spécifique en agriculture biologique, qui est repérée par un cercle qui est au centre de l'hexagone. Plus le cercle est gros, plus j'ai de la culture en agriculture biologique. Donc ça, pour deux cultures différentes, le blé tendre et la vigne. Donc pourquoi j'ai choisi ces deux cultures? Parce que c'est deux cultures avec des patterns assez différents. Quand on regarde la vigne, donc la carte de droite, on voit que grosso modo, on a une très bonne corrélation entre les surfaces en conventionnel et les surfaces en agriculture biologique. Mes plus gros cercles se trouvent aux endroits où la couleur est la plus verte. Donc c'est assez logique avec le système d'appellation qu'on a dans le vin, par exemple. Mais ce n'est pas vraiment le cas dans le blé. Dans le blé tendre, on a un gros bassin qui va se trouver dans le nord de la France, aussi un peu autour du bassin parisien. C'est là où est-ce qu'on a les cultures, les couleurs les plus foncées. Par contre, à l'inverse, les cercles les plus gros, j'en ai notamment un gros bassin de production qui va se trouver dans le sud-ouest pour mes cultures biologiques. Donc, quand on compare notre écart de rendement entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle, on compare l'effet du système de production, mais aussi des conditions pédoclimatiques. On a un rendement d'agriculture biologique qui va être défavorisé du fait des conditions plus difficiles dans le sud-ouest, avec des sols plus superficiels et des risques de sécheresse plus fréquents, par exemple. Donc voilà, un élément qui nous permet d'éclairer un peu cette différence. Donc après ce premier exemple, une petite aparté sur quelles données on utilise pour faire un peu ce travail-là, que ce soit celui que je vous ai montré là ou d'autres exemples qui vont arriver par la suite. Donc nous, notamment en France, on a de la chance qu'il existe vraiment beaucoup de données disponibles, avec notamment le registre parcellaire graphique qui revient assez souvent dans nos études, qui nous donne tous les contours des parcelles qui sont déclarées à la PAC, avec la culture qui est cultivée une année donnée. Avec en plus maintenant une version qui est fournie par l'agence bio et qui est vraiment relative uniquement aux cultures biologiques. Par contre, ces données-là, que ce soit le RPG ou d'autres, comme les cartes de sol qui peuvent exister, les cartes climatiques, etc., etc., on peut en trouver pas mal de versions gratuites. Par contre, ce n'est pas toujours facile à accéder. Donc moi, pour l'ouvrage et aussi derrière pour des tutoriels que je vous présenterai un peu plus loin que je fais avec mes étudiants, l'idée était de rendre ça le plus accessible possible, en gros pour aussi faire de la reproductibilité des figures. Donc j'avais créé un petit package R qui reprend la grille en hexagone que vous aviez sur la page précédente. Et l'idée, c'est que pour chaque hexagone, on puisse avoir les données climatiques, les données pédologiques, etc., etc. Voir aussi la population humaine, parce que dans le livre, ça permettait de faire des cartes sympas sur la comparaison entre densité de population animale, densité de population humaine, là où est-ce qu'on a le plus de vaches, là où on a le plus d'humains, par exemple. Donc ça permet d'y accéder facilement. Et en fait, quand on a ces couches différentes, on peut voir que on peut créer de nouvelles connaissances en croisant différentes sources de données disponibles. Ce que je vais vous illustrer avec cet exemple-là, donc ça, c'est des travaux qu'on avait fait en recherche en 2021-2022 pour essayer de faire des cartes de l'adoption des cultures intermédiaires en France. Alors, ce n'est pas vraiment les cultures intermédiaires, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est en gros, avant le semis d'une culture de printemps, donc maïs, tournesol, etc., est-ce que oui ou non, j'ai une couverture végétale sur la parcelle? Donc ça, c'est la carte de droite. Plus on est en vert, plus on avait des couvertures hivernales fréquentes. Alors, comment est-ce qu'on avait fait ça? Donc, on était reparti du RPG, qui nous donne notre contour des parcelles, comme ça on peut sélectionner parcelles maïs, tournesol, etc. Et derrière, avec notre indice de végétation, on regardait si l'hiver précédent le semis, on avait, oui ou non, de la végétation qui était présente. Et là, on n'est pas capable de faire la différence si est-ce que c'est une culture intermédiaire, est-ce que c'est des repousses, est-ce que c'est des adventices. Juste, on a pris une approche assez simple. On a une relation linéaire entre notre indice de végétation le plus commun, qui est le NDVI, et la couverture du sol. Donc, on avait fixé un seuil en train de se dire, bon, à partir du moment où on va dépasser 50% de couverture du sol par de la végétation, on dira qu'on avait une couverture végétale. Ce n'est pas le cas pour de la biomasse, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas cette relation linéaire, mais par contre, vraiment, pour faire du taux de couverture du sol, c'est assez simple à faire avec le NDVI. Donc,
La principal intérêt, là, en recherche, n'était pas tant de développer une méthode qui fait ça, c'était plutôt de se dire, ben, nous, en tant qu'agronomes derrière, comment on va interpréter nos résultats. Et là encore, l'idée était de rajouter pour chaque parcelle des données additionnelles comme ben, le type de sol que j'avais, la météo de la parcelle, ou encore, est-ce que oui ou non je suis en zone vulnérable. Et là, là-dessus, dans les résultats qu'on a pu voir, bon, déjà, notre taux de couverture du sol, c'était de 40%. C'était stable entre les années, par contre, on avait de fortes différences régionales, ce qu'on voit sur notre carte de droite d'ailleurs. Et ce qui faisait notamment la grosse différence, c'était la teneur en argile. Et notre couverture du sol, elle est négativement corrélée à notre teneur en argile. Ça s'explique notamment parce que le fait, ça va être difficile d'aller détruire des couverts à la sortie de l'hiver sur ces sols qui vont être très humides, donc pas mal de contraintes pour la destruction. Et ce qui explique aussi que on n'avait par contre pas de corrélation entre les zones vulnérables et les couvertures hivernales du sol, alors que normalement, on est censé favoriser la couverture hivernale du sol dans les zones vulnérables. Bon, par contre, la teneur en argile est bien admise dans les contraintes, et en général, on a des dérogations qui sont activées à partir d'un chiffre autour de 30% d'argile, qui peut varier selon les régions. Donc voilà, comme idée de se dire, je récupère les données, je les traite d'une façon qui est assez simple d'un point de vue télédétection, mais par contre, avec une interprétation agronomique pour voir quel pourrait être le levier à actionner pour, si on voulait augmenter notre couverture hivernale du sol, et l'idée, c'est de trouver des moyens d'aller détruire les couverts sur nos sols argileux, par exemple. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie. Au-delà de l'analyse de données, on peut aussi faire des visualisations pour vulgariser et communiquer. Donc, on va repartir sur la même structure, une visualisation historique et après une déclinaison. Là, la visualisation historique, elle est beaucoup plus récente et sans doute que tout le monde la connaît là, ou au moins on a peut-être déjà entendu parler. C'est les Climate Stripes qui ont été faites par un Britannique, donc Ed Hawkins. La première version était en 2018, celle que je vous présente là est un peu plus récente parce qu'on a les années 2022 qui étaient intégrées. Et donc, là, chaque rayure représente la température annuelle moyenne à l'échelle mondiale. Le bleu, c'est plutôt les couleurs froides, le rouge, c'est plutôt les couleurs chaudes. Et ça permet bien d'illustrer comme ça et de vulgariser sur le réchauffement climatique. Plus récemment, on a eu des variations qui ont été faites, comme le Biodiversity Stripes, là, alors, qui est là sur des échelles un peu plus récentes, parce qu'on a des données qui vont un peu moins loin, donc on est dans les années 70 jusqu'à fin 2020, et chaque rayure va nous montrer l'état de la biodiversité mondiale, à partir d'un chiffre qui est fait sur plusieurs milliers d'espèces par le Living Planet Index Database. Le souci qu'on a là-dessus, je trouve, ça a eu moins de popularité et je comprends pourquoi en fait. Parce que déjà, je trouve que l'indicateur est trop complexe. Ce qui marchait bien avec les climate stripes, c'est la température. Tout le monde comprend très vite ce que ça veut dire. Là, c'est un peu plus compliqué de résumer la biodiversité avec une seule mesure. Et aussi une palette de couleurs qui est peut-être moins intuitive, du vert vers le gris. Ça nous parle moins que du rouge au bleu, qu'on a vraiment l'habitude pour les couleurs de température. Donc voilà, l'idée peut-être de trouver à chaque fois une représentation de données adaptée selon le sujet. Et là, les biodiversités, il y a peut-être plus des choses à exploiter avec le nombre d'espèces ou des choses comme ça. Alors, l'adaptation que je voulais vous présenter, qui est d'ailleurs celle qui fait la couverture du livre, c'est une variation que j'avais fait sur le thème des waffle charts, des diagrammes en gaufres, comme on appelle, ces petits carrés qui représentent des gaufres. Donc, en général, on les utilise plutôt pour faire de la proportionnalité, pour voir quelle est la surface occupée par chaque nombre de carrés. Et l'idée que j'avais eue, c'est de faire une courbe de distribution pour représenter un peu nos écarts de rendement par pays. Donc chaque carré est un pays coloré selon son continent. Et quand on regarde ça, on se rend compte que la majorité de nos pays, ils sont plutôt sur la gauche de la courbe, donc avec des rendements qui sont assez faibles. Là, c'était l'exemple du maïs. Et on voit qu'on retrouve une grande partie de pays, notre pic de la courbe de distribution, il est vraiment autour des 2 tonnes par hectare. Donc l'idée de se dire, en fait, par la suite, si on aurait des gains potentiels à faire, c'est vraiment en essayant de se rapprocher d'une gaussienne, quand on a l'habitude des statistiques, c'est-à-dire que notre pic de distribution qui serait plutôt à aller trouver au centre. Et je trouvais que l'image comme ça était assez marquante de voir le décalage entre le nombre de pays qui a peu de rendement par rapport à ceux qui ont des rendements très élevés. Voilà. Donc dans l'idée que je vous ai parti toujours en petite partie sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ces données, donc je vous ai présenté un peu comment est-ce qu'on peut les mettre en forme pour qu'elles soient accessibles facilement sous forme de package vert par exemple. En lien avec ça, j'ai aussi fait des tutoriels derrière qui permettent de refaire certaines visualisations du livre. Donc, pour l'instant, j'en ai 4. Si j'ai un peu de temps, je serais peut-être d'en rajouter un peu. C'est à l'adresse que je vous mets là sur cette diapo. Et en fait, ça me sert notamment avec les étudiants de VET parce que je trouve que nous, on a des étudiants en agronomie qui viennent en général de cursus biologie plutôt.
c'est pas forcément les étudiants qui ont le plus d'appétence pour cette question du numérique, du traitement des données, etc., voire du code informatique. Et souvent, commencer par les visualisations de données, ça fait un moyen d'accrocher. Ça leur permet d'avoir un output qui se voit et de voir petit à petit comment on le construit. Donc, en général, pour commencer le code et l'analyse des données, je trouve que c'est un outil qui est sympa pour faire travailler les étudiants. Alors, la dernière partie dans laquelle je voulais montrer sur les usages des visualisations de données, c'est pour éveiller la curiosité. Donc là, c'est un peu le schéma inverse des Climate Stripes, où de se dire, bah, Climate Stripe, on a envie de quelque chose qui soit assez facile, assez intuitif pour être compris directement. Parfois, on peut avoir envie de le chercher à le complexifier un peu pour pouvoir attirer l'attention des lecteurs et de se dire, bah, qu'est-ce que veut dire cette forme de graphique que je ne connais pas. Donc l'exemple historique que je voulais prendre ici, ce qu'on appelle la rose de Nightingale, donc qui a été faite par Florence Nightingale, qui a été entre autres une infirmière dans l'armée britannique pendant l'armée de Crimée. Et c'est à cette occasion-là qu'elle avait fait ce graphique-là. En gros, le graphique se lit plutôt de la droite vers la gauche. La droite est la première période et la gauche, c'est la deuxième période. Et sur ce graphique-là, les différentes couleurs qu'on a, c'est les morts qu'on avait eues pendant la guerre. Et la surface de chaque diagramme, comme ça, correspond au nombre de morts qu'on avait eu. Donc là, la partie plus à droite, qui correspond à la première partie, on voit que c'est vraiment les morts liées aux maladies qui dominent dans le conflit. Donc je appellerais par exemple les maladies nosocomiales aujourd'hui, plutôt liées à des problèmes d'hygiène à l'hôpital. Et par la suite, il y avait des travaux qui avaient été faits pour améliorer ces conditions d'hygiène, améliorer l'état de l'eau notamment, et on voyait et la ventilation de l'hôpital. Et on voit derrière que le nombre de morts liés aux maladies nosocomiales va radicalement diminuer dans la deuxième partie. Voire même en septembre, c'est le nombre de morts liés aux blessures de guerre qui est plus élevé à ce moment-là que le cadran bleu. Donc avec cette forme-là, comme ça, avec cette forme un peu originale, elle a pu derrière convaincre l'état-major de dire de la nécessité d'investir dans la salubrité des hôpitaux. C'est une forme qui est assez connue, qui est restée aujourd'hui. Alors si s'il y avait été un simple diagramme en bâton, ça aurait peut-être été plus facile à lire, mais peut-être que ça aurait moins attiré l'attention. C'est sûr que ce serait moins resté encore aujourd'hui, et peut-être qu'il ne serait pas arrivé autant à convaincre les autres. Donc, une petite variation que je voulais vous montrer, là, qui se trouve dans l'ouvrage, c'était essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait représenter les rotations culturales de cette façon-là. Donc, sur ce graphique-là, donc c'est un graphique inspiré de l'analyse des réseaux, où là, chaque sommet va être, enfin, chaque point du réseau va être une culture, et on va les relier entre eux selon la fréquence de cette succession qu'on va trouver dans les RPG. Donc, on combine les RPG pour pouvoir reconstruire les rotations. Et plus le trait est important, plus cette rotation était fréquente en France. On voyait par exemple qu'au centre, on retrouve le blé tendre, parce que c'est la culture la plus fréquente. Et on voit la rotation blé tendre orge-colza qui se dégage assez bien et qui est effectivement une de nos grandes rotations qu'on a chez nous. Alors qu'à l'inverse, on voit que les protéagineux, donc on reprend le même couleur que l'autre partie sur les écarts de rendement, mais les protéagineux en bleu comme lentilles, soja, haricots, mais là c'est plutôt en périphérie, et ça en analyse de réseau. Ça dépend de l'algorithme qu'on a choisi pour placer les points, mais dans la plupart des algorithmes, les points en périphérie sont en général ceux qui sont minoritaires dans les réseaux. Donc ça, c'est une première version à l'échelle de la France, mais l'autre intérêt qu'on a derrière, c'est qu'on peut l'adapter facilement pour les régions. Là, je vous montre pour 8 régions différentes les réseaux de rotation tels qu'on peut les reconstruire. Et on repère en gros deux motifs. Un réseau comme la Picardie, on va voir que c'est plutôt ce qu'on va appeler un réseau en étoile. Alors qu'à l'inverse, un réseau Rhône-Alpes, il est plus diffus. On ne retrouve pas ce point central autour duquel vont rayonner les autres cultures. Ça, ces réseaux-là, qu'on soit en étoile ou diffus, on sait que ça a des caractéristiques particulières, notamment en informatique. Un réseau en étoile, si jamais on touche le point central, on sait que le réseau va être assez peu résilient et va pouvoir tomber facilement. Alors, l'idée aussi pour pouvoir exploiter ça, c'est qu'une fois qu'on a les réseaux, on peut aller recalculer des délais de retour. Donc, ce qu'on avait fait pour le blé tendre, là sur la culture majoritaire. C'est ce qui se trouve dans l'abscisse sur le graphique ici, avec des délais de retour moyens qui vont varier entre 2 et 4 ans selon les réseaux qu'on avait entre les régions. Et quand on les confronte à l'IFT, on retrouve quelque chose qu'on sait déjà en agronomie, mais qui nous permettait de l'illustrer d'une façon un peu différente.
Ben, effectivement, sur les réseaux, les délais de retour les plus longs, on a bien un IFT qui a tendance à être plus faible que sur les délais de retour les plus courts, sur lesquels la pression phytosanitaire va être plus importante. Donc ça, c'est un premier exemple de diagrammes un peu plus originaux. Le deuxième exemple que je voulais illustrer aujourd'hui, c'était les diagrammes à membrure. Donc ces diagrammes à membrure-là, les premiers, ils représentent nos échanges de tourteaux de soja entre 1986 et 2020. Donc sur les diagrammes à membrure, les flux sont colorés de la façon du pays qui exporte, qui envoie la matière ici. Donc la première chose qu'on voit, c'est que déjà les flux augmentent entre 86 et 2020. J'ai mon diagramme qui se remplit entre les deux. La deuxième chose qu'on voit, c'est que c'est le vert qui domine, et surtout le vert clair, qui correspond à la couleur de l'Amérique du Sud. Là, on reprend le même code couleur qu'on avait pour notre courbe de distribution des rendements. Le vert clair, c'est l'Amérique du Sud. Et ils envoient principalement vers l'Europe et vers l'Asie. Donc avec bien sûr Brésil en tête, Argentine et quelques autres pays qui dominent ce commerce. Donc voilà, l'idée avec un peu comme la rose de Nightingale, c'est de voir des graphiques un peu originaux qui peuvent éveiller la curiosité des gens, ce qui est d'autant plus important maintenant que ce qui est limitant, c'est pas forcément l'accès à la donnée, mais c'est parfois, parce qu'avec Internet, avec tout ce qui existe comme site d'information de choses différentes, mais parfois c'est plus de capter l'attention et d'utiliser ces formes-là, ça peut aider à capter l'attention. L'autre intérêt, c'est qu'une fois que quelqu'un est familiarisé comme ça avec ce type de représentation, bah, un peu comme on l'avait fait dans l'exemple des rotations différentes, on peut le décliner derrière avec différentes commodités. Donc là, c'est ce qui avait été fait derrière entre pommes, tourteaux de colza, crème café, etc., etc. Donc différentes commodités. Et là, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est les couleurs différentes des diagrammes à membrure selon la commodité qu'on regarde. Donc, si on regarde sur la ligne du bas, par exemple, on voit que les feuilles de thé, assez logiquement, vont être dominées par la couleur rose, qui correspondait à l'Asie, alors qu'à l'inverse, les tourteaux de tournesol sont plutôt dominés par par la couleur bleue, qui correspondait à l'Europe, avec le fort poids de l'Europe de l'Est, notamment pour cette commodité-là. Ok, donc c'est un peu les trois exemples. Alors, ce n'est pas une typologie arrêtée, hein, c'est juste ce que je voulais, ce qui me semblait intéressant à partager avec vous aujourd'hui, mais on pourrait aussi faire des typologies différentes des graphiques. Pour la conclusion, on va aller peut-être un peu plus loin que l'utilisation de données, mais discuter un peu de traitement de données et utilisation de ces données-là dans le réseau agronomique en général. Ça pourra comme ça alimenter derrière les deux sessions suivantes qui vont arriver dans cette série. Donc les éléments que je voulais vous partager là-dessus, la chose à faire quand on essaye d'intégrer nos données comme ça dans le raisonnement agronomique, pour moi, c'est qu'on n'a déjà pas de recette toute faite. On a une méthodologie qui est adaptée à chaque question. Alors, toutes les questions ne s'y prêtent pas d'abord. Et, parfois, quand on pense qu'on pourrait le faire, au final, le jeu de données ne s'avère pas du tout bon pour ça. Donc, il y a toujours un aller-retour à faire quand même entre la problématisation et l'analyse des données pour voir qu'on est bien sur la bonne route. La deuxième question que j'ai là-dessus, pour moi, quand même, c'est avec la multiplication de ce type d'études, on risque quand même d'avoir un cumul des incertitudes qui peut arriver. Alors, pour expliquer ça, c'est que par exemple, quand on fait du NDVI avec les images sentinelles, là, on est plutôt sur quelque chose qui va être relativement brut parce qu'on récupère la bande infrarouge, la réflectance dans le rouge, la réflectance dans l'infrarouge, on recalcule notre NDVI et on a quelque chose qui est assez simple à faire. Mais en même temps, dans les données Copernicus, donc qui sont aussi fournies avec les images sentinelles, vous pouvez aussi avoir des produits élaborés comme l'indice foliaire, qui vous donne déjà l'estimation d'un indice foliaire qui est fait par leur algorithme. De même, il y a pas mal de data papers maintenant qui vont aussi fournir des cartes qui vont vous estimer telle variable ou telle variable à l'échelle d'un territoire donné, voire à l'échelle du monde entier. Je pense par exemple à SolGrid qui va nous donner les teneurs en argile pour le monde entier ou d'autres caractéristiques de sol. De plus en plus maintenant, avec la méthode que j'utilise et que je vous ai présentée, on peut avoir tendance parfois à cumuler ces cartes et chaque carte arrive avec son lot d'incertitudes. Donc ces incertitudes-là peuvent se cumuler derrière. Le troisième point que je voulais vous dire, pour moi, c'est qu'il y a quand même un paradoxe aussi des résultats quand on présente nos résultats obtenus avec de telles méthodes. Alors, je vais plutôt vous l'illustrer avec mon expérience précédente chez l'Imagra, mais c'est qu'en général, quand j'avais fait la carte de sol d'un agriculteur et qu'on allait la montrer, on avait deux types de réactions. C'est soit je le savais déjà, et dans ce cas-là, c'était inutile parce qu'il n'y avait pas besoin de le refaire, ou l'autre question, c'était
peut pas être vrai parce que ça ne correspond pas à mon ressenti. Donc, dans tous les cas, c'était difficile d'avoir la satisfaction parfois par rapport à la carte qu'on avait. Donc, pour ce qui est des cartes de sol, on peut être facilement explicité pour dire que l'intérêt peut être d'avoir bien déterminé les limites. Alors, on peut avoir, l'agriculteur a bien sûr l'idée de quel est le point fort, quel est le point faible de sa parcelle, la zone forte, la zone faible, mais d'éliminer plus précisément les limites, ça nous permet d'être plus précis dans nos applications, entre autres. Pour ce qui est des études scientifiques, l'idée que j'aime bien aussi dans mes protocoles, c'est d'avoir parfois la possibilité de démontrer des résultats qu'on sait déjà, comme le lien entre IFT et délai de retour avec ma méthode. Et derrière, ça permet parfois de conforter d'autres résultats qu'on va avoir avec notre traitement de données. Donc voilà un peu pour les points qui me semblaient intéressants à balayer là. Maintenant, je serai dispo pour répondre à vos questions, bien sûr. Merci Benjamin pour cette présentation. Alors effectivement, on a prévu une séquence de questions-réponses. Alors je vous invite à poser vos questions avec le bouton Q et R, puisqu'on n'ouvrira pas les micros comme on le fait à chaque fois, pour qu'on puisse prendre vos questions. J'ai de mon côté une première question. Il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de data visualisation dans l'ouvrage. Tu as fait une sélection et tu nous en as montré que quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de données qui ont été sans doute utilisées. Moi, ma première question, c'est comment tu, euh, tu as pu récupérer ces données? Est-ce que c'était compliqué, pas compliqué? Euh, est-ce il y a un niveau d'ouverture des données qui te paraît suffisant en France? Est-ce que tu as des regrets? Tu aurais voulu faire certaines data visualisations, mais les données n'étaient pas accessibles. Et le temps que tu réfléchisses pour répondre à la question, je vais introduire un quiz. On a prévu de faire un quiz auprès des participants, puisqu'il y a sans doute pas mal de personnes qui participent à cet agro-webinaire qui ont aussi une expérience sur l'utilisation de données agricoles, enfin des data vis ou autres. Et donc, on voulait vous poser aussi aux participants, vous pouvez répondre par quiz à cette question. Euh, voilà, autour de l'accessibilité des données, voilà, est-ce que vous considérez de votre point de vue que cette accessibilité des données agricoles en France est plutôt très bonne, assez bonne, perfectible ou très insuffisante? Voilà, ça nous intéressait d'avoir ce retour d'expérience de chacun. Mais là, Benjamin, voilà, le temps que les gens répondent, je te laisse aussi nous donner ta recette pour avoir finalement réussi à avoir autant de données pour faire toutes ces illustrations. Et est-ce que tu as des frustrations de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a Mhm. certaines données dont tu n'as pas pu pouvoir, que tu n'as pas pu pouvoir utiliser? Ok, ouais, alors c'est une question qui est très intéressante parce que, bon, déjà, la première chose, c'est qu'en France, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de données qui sont disponibles. Bah, un exemple tout simple, c'est notre RPG, le registre parcellaire graphique, qui est quand même relativement détaillé en France. Et parfois, quand on essaye d'extrapoler des méthodes qu'on peut avoir chez nous à l'échelle européenne, c'est plus dur parce qu'on n'a pas de RPG unifié comme ça à l'échelle européenne. Bon, il y a le projet Eurocrops qui essaye de faire ça pour quelques pays, mais on n'a pas toutes les données qui sont là. Euh, Ça, c'était pour un premier exemple. L'autre chose, c'est que certes, toutes les données n'ont pas le même niveau d'accessibilité. Le RPG, on télécharge un shapefile. Si on sait utiliser un logiciel de cartographie, ça peut être facile. Moi, ce qui m'a beaucoup facilité la vie, c'est que je suis aussi quand même un gros utilisateur du Google Earth Engine, j'avoue, et cet outil-là a vraiment eu beaucoup d'atouts quand même, parce qu'on peut à la fois avoir accès aux collections de données et en même temps faire du calcul sur les serveurs de Google. Donc ça nous permet pas mal d'aide là-dessus. Bref, mais ça, effectivement, c'est-à-dire que ça commence à être un peu plus compliqué, d'où l'intérêt d'avoir les données dans un package comme ça, comme vous l'avez présenté, pour que ce soit un peu plus accessible. Mais de manière générale, ça reste quand même un point sur lequel j'insiste beaucoup sur mes étudiants, sur toujours avoir de l'intérêt pour aller fouiller les données qui existent. Euh, Parce qu'on a beaucoup de choses qui existent. Et parfois, quand ils sont en stage, par exemple déjà dans le stage en exploitation, on les incite beaucoup qui font en première année chez nous, beaucoup à aller se renseigner sur le contexte pédoclimatique. Alors, le géoportail fait par exemple la carte des sols, des choses comme ça. Et derrière aussi, dans tout le reste du cursus, c'est quelque chose d'essayer de réveiller un peu chez eux, comment dire, de stimuler, parce qu'on a quand même pas mal voilà, de choses qui vont pouvoir nous aider.
Et voilà, avoir la curiosité d'aller chercher comme ça nous permet d'avoir ces choses-là. Merci. On verra peut-être les résultats du sondage dans le chat. Je pense que Julien nous les communiquera. J'avais une deuxième question autour Ah ben voilà, on a les réponses en live. Donc on sent quand même qu'il y a à progresser d'après le public sur la mise à disposition des données en agriculture. Ouais, c'est intéressant d'avoir ce retour de la perception des personnes qui ont pu répondre au sondage. J'avais une autre question par rapport au lien entre données et agroécologie. Bon, on utilise parfois, enfin, on peut entendre un débat là-dessus entre le numérique et l'agroécologie. C'est quoi ta position vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce lien et peut-être cette opposition qu'on peut entendre parfois entre numérique et agroécologie, et en quoi le numérique peut être, ou en quoi le numérique peut être un levier pour aller vers l'agroécologie? Ouais, bien sûr, bah, c'est intéressant parce que c'était justement la question que j'avais pour mon concours de recrutement à BetAgroSup sur ce lien entre numérique et transition agroécologique. Là-dessus, moi, pour avoir été des deux côtés, à la fois du côté développement agricole dans une coopérative et après derrière en institut de recherche et d'enseignement maintenant, bah, je trouve qu'il y a quand même eu un vrai changement au cours des 10-20 dernières années sur comment on vendait entre guillemets le numérique en agriculture. C'est vrai que début des années 2000, c'était vraiment agriculture de précision, le numérique pour aller piloter à la parcelle le plus finement, plutôt dans un objectif d'augmenter la productivité. Mais quand on travaille avec des agriculteurs, je trouve qu'on se rend compte que ce qui reste vraiment dans les exploitations, les innovations qui vont fonctionner, c'est plutôt celles qui vont améliorer le confort de travail et voilà, diminuer la fatigue. Alors, c'est le cas du robot de traite en élevage, c'est aussi le cas du guidage en agriculture. Et bon, par exemple, je me dis, tu rassembles des chiffres qui sont peut-être plus précis que moi là-dessus, mais on sait que notamment les cartes FarmStar qui sont faites, au final, on n'a qu'une faible proportion qui est vraiment utilisée pour faire de la modulation intraparcellaire. Et soit on va utiliser la dose moyenne, soit on va pouvoir justifier d'un déplafonnement de la dose qu'on avait prévue pour garantir la teneur en protéines. Mais déjà, il y a ce petit changement qui s'est fait. On se dit, ben, le numérique, c'est peut-être plutôt pour accompagner, pour aider l'agriculteur, plutôt que pour chercher à maximiser la productivité. Et après, plus généralement, sur le lien à l'agroécologie, ben, on sait que si on veut être dans un objectif, on va essayer plutôt de remplacer des intrants par des processus écologiques, ben, ça demande quand même beaucoup de connaissances pour avoir un pilotage fin comme ça. Et je pense qu'on a pas mal de connaissances à acquérir avec cette démarche que j'ai commencé à essayer d'illustrer là, en essayant de croiser les données qui existent, en disant ben, quels vont être nos freins pour mettre des cultures intermédiaires. On a discuté avec cette question de l'argile, mais plus généralement, on pourrait se dire aussi que ça pourrait être un outil pour aller rémunérer l'agriculteur. C'est vrai que les agriculteurs, bah, notamment à la première crise, pas celle qui est en train de débuter là, mais la dernière crise qu'on avait eue avant, j'avais entendu pas mal de discours critiques sur dire bah, les satellites sont là pour contrôler, etc., etc. Mais on pourrait aussi imaginer un système qui puisse rémunérer l'agriculteur qui met des couverts, parce qu'on sait très bien les détecter à l'aide des satellites comme ça. Donc voilà, si on se disait, bah, si on veut faire du stockage de carbone une priorité ou de la couverture du sol pour limiter l'érosion dans un objectif agroécologique comme ça, on pourrait rémunérer telle pratique agroécologique parce qu'on est capable de voir qu'elles ont été mises en place. Ok, merci. Je vois dans la liste des questions qui commencent à arriver, il y a une question autour voilà, c'est Constant, l'académie qui pose la question. On est souvent dans l'analyse de données ou la visualisation. Comment faire pour aller vers des outils de conseil et plus opérationnels? J'ai un peu l'impression que tu as enfin, je prends l'exemple que tu donnais sur FarmStar. Typiquement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas jusqu'à la modulation intraparcellaire et donc qui opérationnalisent quelque part la sortie d'un outil comme ça et qui s'appuient déjà sur la carte pour voilà, déclencher les épandages de manière visuelle. Et finalement, c'est une forme d'interprétation et de maîtrise aussi de la donnée et de la connaissance qui est produite sans aller jusqu'à un outil qui va jusqu'au bout, quoi, qui va être totalement opérationnalisé.
c'est quoi ton analyse par rapport à cet intérêt qu'il y a finalement à savoir interpréter et puis l'intérêt de la data vise en tant que tel? Parce que enfin, moi, j'ai un peu le sentiment, j'ai mon avis, mais j'aimerais avoir le tien sur voilà, cet intérêt qu'il y a aussi à savoir interpréter des graphiques, des cartes, des analyses, Mm. des données. Et donc, il y a aussi une question de compétences par rapport à ces aspects-là. Ouais. Alors sur le premier point, sur le, le souci de passer dans de l'opérationnel, bon, on a un gros frein qui est pour la modulation, mais qui va être plus généralement sur comment est-ce qu'on peut valoriser au mieux ces données, c'est sur le fait de réussir à les croiser. Dans le sondage, effectivement, on disait que pour avoir des problèmes d'accessibilité aux données, c'est notamment le cas si on est sur des données plutôt individuelles, où ben, la donnée qui va être acquise sur le tracteur ne communiquera pas forcément avec la donnée qui est dans le logiciel de gestion de l'exploitation, etc., etc. Donc, on a sans doute pas mal de travail là-dessus pour faire quelque chose qui soit un peu plus facile. Et après, une fois qu'on a les données, euh, bah, je trouve quand même que cette visualisation des données-là, même avec les agriculteurs, même si quand on n'allait pas jusqu'à la modulation, c'était quand même un super outil pour discuter et pour faire évoluer les pratiques. Et pour moi, c'est d'ailleurs comment dire, assez remarquable que ce soit la carte qui arrive en premier, parce que c'est aussi ce qu'on a dans l'histoire de la data viz, entre guillemets, parce qu'on peut retrouver des cartes gravées dans des parois, on peut retrouver des cartes sur des tablettes d'argile, parce que c'était l'une des premiers modes de représentation des données. Et c'est vrai qu'à l'inverse, d'autres, bah, vraiment les graphiques arrivent plutôt au XVIIIe siècle, avec, comme William Pfeffer, ou même des cartes statistiques, c'était fait par Charles Dupin derrière pour nos premières choroplètes. Mais on voit que, mine de rien, ça reste quand même relativement récent. Donc c'est dommage, c'est normal que ça puisse être difficile à interpréter parfois. Il y a sans doute pas mal d'habitudes à avoir. Mais en tout cas, la carte, en général, ça parle beaucoup plus rapidement. Et c'est quand même un très bon outil pour pouvoir dialoguer comme ça. Ouais. On avait un deuxième petit quiz qu'on va lancer sur le niveau d'aisance ou de formation que les uns et les autres, que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'interprétation des data visualisations. On voulait savoir si vous vous sentez, sur le plan personnel, encore une fois, suffisamment formé ou insuffisamment formé sur cette question de l'interprétation de graphiques et autres data vis. Ça nous intéressait d'avoir votre avis personnel sur ce point-là. Et pour répondre à une question qui est remontée aussi, c'est quoi pour toi les principaux risques il y a une personne qui faisait remonter là, le fait de ne pas afficher, par exemple, on voit beaucoup de graphiques où il n'y a pas d'échelle, qui est une bonne pratique en data vis. C'est quoi pour toi les risques finalement qu'il y a ou que tu as pu identifier dans ta pratique ou vis-à-vis des étudiants de mauvaise interprétation ou d'insuffisance de formation par rapport à l'interprétation qu'on peut faire des graphiques et des data vis au sens large? Ouais, après, de manière générale, je pense qu'il y a déjà deux grands types de graphiques. Il y a les graphiques où on a la volonté d'être le plus exhaustif et le plus objectif possible. C'est par exemple le cas d'une carte IGN qu'on va utiliser pour faire de la rando au 25 millième. Là, le but, c'est d'avoir tout représenté. Euh, c'est aussi dans une certaine mesure le cas pour des publics qu'on va faire pour des articles scientifiques, où l'idée est quand même essayer d'avoir le plus de données dispo. Il y a notamment une tendance qui est de se dire de plus faire simplement l'histogramme, voire le boxplot, mais d'avoir les points, au moins les densités de points qui sont présentées en même temps. Après, pour le reste, sur de la mauvaise interprétation, comme je dirais, avec les usages que j'ai présentés, si on est là pour vulgariser ou pour communiquer, bah, sur un graphique comme les Climate Stripes, ça me choque pas qu'on n'ait pas d'échelle pour dire bah, là, ça correspond à du froid, là, ça correspond à du rouge. Parce que je trouve que l'auteur a bien réussi à jouer avec notre ressenti et cette habitude qu'on a là. Donc, il y a pas mal de choses qui disent bah, qu'est-ce qui serait des mauvaises pratiques, qu'est-ce qui serait des bonnes pratiques, notamment, bon, on dit souvent est-ce qu'il faut couper l'axe des Y ou
pas le mettre à zéro, c'est souvent la première chose qui arrive. Après, je pense que ça dépend vraiment de l'usage qu'on veut en faire. Mais par contre, ce qui est important, c'est de le faire de manière consciente et pour pas entraîner un biais dans notre présentation qu'on n'aurait pas voulu. Ça ne me gêne pas si jamais c'est fait de manière volontaire pour mettre l'accent sur quelque chose comme ça, mais il faut que ce soit que l'auteur en ait conscience que ça va entraîner ça. Merci. Je vais continuer la liste des questions qui arrivent. Est-ce que tu as connaissance d'une étude ou par ton expérience des types de visualisation qui captent le mieux l'intérêt des agriculteurs ou des conseillers? Est-ce que tu observes des tendances sur une utilisation plus importante de tel ou tel type de visualisation dans notre milieu? Ouais, ça, c'est une bonne question. Je ne m'étais jamais posée. Euh, je ne saurais pas vraiment dire qu'est-ce qui capte le mieux l'attention. Enfin, pour moi, j'ai quand même l'impression que les cartes, en général, vont rapidement parler et vont parler à tout le monde. Après, de manière générale, c'est sûr que je vois que dans le domaine agricole, ça a quand même beaucoup tendance à se développer. Je pense notamment à Agreste, donc, qui nous fournit une bonne partie des données, hein. Euh, et ils ont fait pas mal de data viz aussi. Ils ont maintenant toute une section data viz. En plus, en général, quand ils sortent une nouvelle série de données, ils sortent en même temps une data viz qui va avec et qui résume un peu les grandes tendances comme ça. Alors après, c'est vrai que nous, en général, pour voir là aussi pas mal de rapports étudiants, on a souvent le camembert qui va être utilisé pour l'assolement, des choses comme ça. Mais ouais, j'aurais quand même tendance à dire qu'on a la carte qui fonctionne beaucoup comme petit outil. Et après, de manière générale, c'est un peu au-delà de simplement la visualisation de données, mais qu'est-ce qui va marcher aussi derrière sur le, pour les agriculteurs, c'est beaucoup la comparaison. C'est l'un des premiers outils qui a vraiment explosé, je trouve, dans le domaine du numérique, un peu des applis qu'il y avait pour les agriculteurs. C'était Farmer Business Network qui avait été racheté derrière par Google, où les agriculteurs payaient en gros quelques centaines de dollars, voire un millier de dollars à peu près dans ces ordres de grandeur-là, pour saisir tout leur itinéraire technique. Donc c'est eux-mêmes qui fournissaient la donnée en plus à la société. Et ça faisait en gros juste du benchmarking pour dire bah, par rapport à la densité de semis, rendement, etc., où je me situe par rapport à mes voisins. Et donc bah, là aussi, je dis un peu dans la présentation, quel est le type de représentation qui vont mieux avec ça. Mais c'est beaucoup ça qui est recherché. C'est pas tellement la donnée dans l'absolu, mais c'est la position par rapport à un groupe qu'on a là-dessus, je trouve, dans l'idée agricole. Oui, effectivement, alors c'est assez ancien, il y a beaucoup d'outils effectivement de comparaison. Alors on a le résultat du sondage. Bah, finalement, ouais, il y a quand même une part, les deux tiers des répondants qui s'estiment insuffisamment formés. Donc il y a sans doute il y a de la place pour la formation à l'interprétation Intéressant, ouais. des graphiques. C'est intéressant, j'aurais pas parié là-dessus spontanément, mais c'est très bien. Alors, il y en a une question d'un éminent acteur des agro-webinaires du mardi, puisque c'est Philippe Prévost avec qui on avait créé les agro-webinaires il y a quelques années, qui pose une question. Peux-tu donner des exemples d'outils de data visualisation que des agriculteurs pourraient utiliser pour produire des graphes par eux-mêmes? Ou leur conseiller des outils peut-être plus faciles d'accès, qui ne nécessitent pas forcément de codage, parce que je pense que toi, tu es assez loin dans les possibilités techniques de codage, mais voilà, est-ce que tu connais des outils de data viz utilisables par le grand public et les agriculteurs en particulier? Bah, je pense que celui qui est le plus utilisé par mes étudiants en premier, ça reste quand même Excel, avec les graphiques qui sont faits dedans. Et après, c'est vrai que par contre, j'ai assez peu de connaissances d'outils qui sont vraiment faciles à utiliser. Euh, pour les cartes, j'aurais tendance à dire que QGIS, on peut le faire sans code. Alors là,
La logique carto, par contre, avec les formats vecteurs, les formats images, raster, est quand même particulière. Enfin, moi, chaque année, en récupérant des étudiants qui commencent à faire de la carto, c'est sûr qu'il faut bien se rendre compte que c'est difficile à pouvoir utiliser comme ça. Euh, mais ouais, je pense que vraiment, déjà avec Excel, quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que je vois qu'il arrive sur le chat, et effectivement, pour les cartes, le géoportail a fait quand même une interface qui est super intéressante. Alors, qui peut être frustrante pour nous des fois parce qu'on ne peut pas récupérer les données, on n'a pas de fonction de téléchargement directement dans le géoportail. Mais oui, pour regarder bah, les RPG, on peut les visualiser, les cartes de sol faites par le référentiel régional pédologique, on peut les visualiser, etc. Mais par contre, en lien peut-être avec ça, sur ce que je voulais dire, bah, certes, il n'existe pas de... Enfin, il en existe, mais je ne suis pas capable d'en conseiller des vraiment très, très performants, parce que je les connais peut-être pas tout simplement. Mais par contre, ceux qui existent peut-être un peu plus pointus, comme QGIS pour la carto, R, Python ou d'autres choses pour la data list qui fonctionnent par du code, par contre, énormément d'outils existent de manière gratuite. Et non seulement les outils, mais c'est impressionnant de voir la quantité de tutoriels et de gens qui passent du temps à écrire des posts de blog ou de choses comme ça, des tutoriels gratuits, pour pouvoir les utiliser. Et ça, c'est souvent aussi l'accent que je mets sur les étudiants, de se dire, bah, certes, moi, je ne demande pas d'être un expert là-dessus à la fin. Donc, en général, ma pratique, c'est plutôt en TD, on va aller faire quelque chose d'assez poussé pour qu'ils voient les différentes choses qui peuvent exister, mais je ne leur demanderai jamais ça dans l'examen derrière. Par contre, l'intérêt, c'est que derrière, s'ils sont en stage ou en emploi derrière, c'est de dire, bah, si je voudrais faire ça, en fait, je sais que ça peut exister. Et avec les ressources qui existent sur Internet, ben, je peux m'y mettre et je peux réussir à y aller là-dessus. Alors, il y a une question dans la même veine sur Google Earth Engine que tu as mentionné. Est-ce que tu peux en dire quelques mots si certains veulent le découvrir? Ouais, alors ce qui est assez génial, bah, du point de vue recherche, l'usage de l'Earth Engine est gratuit. Il suffit simplement d'avoir un compte Google. Euh, il fonctionne en native, donc le langage de base qu'on a dans le navigateur, c'est du JavaScript. Donc vous l'ouvrez dans votre navigateur Internet, vous écrivez vos scripts en JavaScript dedans, et ça fonctionne par un système d'API, c'est-à-dire que vous n'avez pas à télécharger les données, mais mettons que pour les images Sentinelle, vous lui dites de telle période à telle période, sur telle région, je vais aller regarder l'image, et vous pouvez déjà faire votre calcul de NDVI directement, lui dire bah, c'est la B08 pour l'infrarouge, la B04 pour le rouge. Je fais l'indice calculé à partir de ça. Et une fois que vous avez terminé votre script, soit si c'est relativement léger, ça va simplement s'afficher dans le navigateur en dessous, soit si c'est sur des grandes zones, et ben dans ce cas-là, la tâche est envoyée sur les serveurs Google dans le cloud et tourne sur les serveurs Google. Donc, bah, par exemple, comme je vous montrais, faire la cartographie des cultures intermédiaires en prenant toutes les parcelles comme ça sur la France entière sur 2 ans, ça me prend environ 3 semaines. Mais pour moi, sur mon ordinateur, j'ai rien qui tourne. C'est envoyé dans le cloud de Google et dans le cloud de Google et ça va tourner là-bas. Donc, les deux gros avantages, c'est requêter par API, il y a tout un tas de collections parce que bah, SolGrid pour les cartes de sol et dans les catalogues du Google Earth Engine, une grande partie des constellations satellites y sont. On a des modèles numériques de terrain pour l'altitude, etc., etc. Donc, on a vraiment beaucoup de collections. Et le deuxième point fort, c'est exporter les calculs sur le cloud. On n'a pas besoin d'avoir un supercalculateur comme ça, l'accès à un supercalculateur qui peut être très coûteux à entretenir comme ça. Voilà, enfin, et vraiment, ouais, c'est en gratuit. Et là aussi, on a pas mal de tutoriels qui se développent pour pouvoir utiliser ces outils-là. On dit souvent si c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Est-ce que tu as épluché toutes les conditions générales d'utilisation de ces outils gratuits comme ceux proposés par Google? Alors, ça sera tout l'objet de notre dernier épisode de cette série sur la maîtrise et les questions de maîtrise Ouais. de données. Bon, là, tu traites beaucoup de données open data, mais est-ce que voilà, il y a des risques quand même de ne pas finalement perdre la maîtrise de ces données et puis que ces données qui peuvent parfois être critiques, confidentielles, puissent être exploitées par la mise à disposition de ces fournisseurs de services. Là, par exemple, moi, enfin, ce qu'on appelle des assets dans l'Earth Engine, les seules données que je vais rentrer, c'est en général les RPG, parce que les RPG ne sont pas dans l'Earth Engine. Mais quand j'ai besoin de faire des traitements à la parcelle, je rentre mes données RPG dans l'Earth Engine
pour qu'ils puissent les utiliser. Mais en termes de données, je rentre rien sinon. Après, le dire, oui, ça pourrait être, ils peuvent être intéressés par les traitements qu'on fait, mais honnêtement, moi, je vais rien apprendre aux ingénieurs de chez Google sur comment coder pour réussir les applications qu'ils peuvent faire là-dessus. Euh, le plus gros risque, je pense, qu'il y a là-dessus, c'est de se dire qu'à partir du moment, le jour où ils décideront de fermer l'accès ou de faire l'accès payant, ben, on ne pourra plus faire ce qu'on a fait avant, on sera obligé d'avoir d'autres choses. Mais tant que ça existe, autant l'utiliser. C'est plutôt ma position. Ce que j'aurais fait dessus, par exemple, avant que ça devienne payant, si un jour que ça devienne payant, ben, j'aurais quand même réussi à le faire. Et j'ai pu exporter les rasters que je voulais, j'ai pu les sauvegarder et les garder à côté. Alors, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions, mais il y avait beaucoup de questions très techniques ou très, très précises qui nécessiteraient sans doute d'y passer peut-être trop de temps et trop spécifiques. Il y avait quand même une question autour des données satellites. Est-ce que tu as testé ou comparé différents fournisseurs de données satellites? Tu en as mentionné quelques-unes. Je ne sais pas s'il y a voilà, des comparaisons entre des fournisseurs de données satellites. Euh, alors pour nous, bon, déjà le principal indice qu'on va utiliser en agriculture quand même reste les multispectrales pour faire du NDVI. Et la constellation Sentinelle qu'on a est quand même déjà très performante. Parce que le Sentinelle, pour les bandes qui nous intéressent pour faire du NDVI, on a une résolution de 10 mètres sur 10 mètres. Ça nous permet quand même d'être relativement précis. La petite question qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut des données un peu plus antérieures? On a Landsat qui est l'équivalent pour les Américains et qui sont des données qui sont aussi accessibles avec une résolution qui est un petit peu moins bonne. On doit être à 30 mètres sur du Landsat, mais possiblement on peut aller regarder sur Landsat. Mais quand même, le fait que ces constellations soient aussi récentes explique aussi qu'on a beaucoup de travaux qui sont liés à ces outils-là, qui sont en train d'exposer, bah, comme le suivi des cultures intermédiaires là, ou des choses comme ça. Il y a l'équivalent qui est fait aux États-Unis. Bah, sur l'Europe entière, le JRC, donc l'organisme de l'Union européenne, a refait un peu le travail que j'avais fait sur les cultures intermédiaires, mais l'échelle Europe entière, et eux en se basant sur du Sentinel-1, qui là est du donné radar, à une bande, ce qu'on appelle la bande C, une radar un peu différente. Bref, c'est des données qui sont un peu plus difficiles à interpréter, mais qui ont l'avantage de ne pas être gênés par la couverture nuageuse et de pouvoir fonctionner aussi la nuit, parce qu'on est sur un capteur actif qui va envoyer des ondes de données. Mais grosso modo, dans nos travaux, les principaux, je choisis un satellite, on reste quand même sur le multispectral et le radar, donc les SAR, la synthèse d'ouverture, qui sont les données qu'on trouve en premier, avec le multispectral en premier quand même. Ok, merci beaucoup Benjamin. On approche de l'heure de fin de notre agro-webinaire pour terminer dans les horaires. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis cette présentation. Et je vous invite effectivement à consulter ce mémo visuel d'agronomie qui est très intéressant et qui propose vraiment à chaque fois, je pense, à chaque fois, tu as fait l'exercice d'utiliser une data vise différente, enfin, une méthode de représentation de données différente, ce qui donne aussi une palette de possibilités de représenter des données qui est tout à fait intéressante et qui, tu l'as bien dit, doit s'adapter en fonction de l'objectif qu'on vise et puis du type de données, bien sûr, qu'on va valoriser. On va poursuivre, donc, je le disais en introduction, ces agro-webinaires sur les données agricoles avec deux autres épisodes. Donc, ça sera pour la semaine prochaine un épisode autour des données agricoles alliées qualité, quantité et diversité pour des intelligences artificielles plus performantes. On aura l'intervention de deux ingénieurs d'Institut Technique, Adrien Le Breton pour l'IDEL et Emmanuel Gourdin pour Arvalis. Et le dernier épisode, qui sera la semaine suivante, sera sur la maîtrise des données agricoles. On cale les dernières interventions, mais on vous invite à nous rejoindre pour ces deux prochains épisodes. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.